Allez, salut tout le monde. On se lance dans ce chapitre 5 de Jus de cerveau qui va théoriquement sobrement s'intituler Bilan d'avril parce que vous l'avez remarqué, pendant le mois d'avril, le rythme de publication a été assez irrégulier pour une raison assez simple que je vais vous expliquer. Mais il y a eu pas mal de péripéties dans ce mois-ci. Donc si vous avez suivi les précédents épisodes, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé, les doutes suite au mois de mars qui s'est pas forcément très bien passé en termes de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires étant quand même une métrique assez représentative de la santé d'une entreprise, même quand on est indépendant et seul à la barre. Donc, qui dit bilan d'avril, dit chiffre d'avril, que je vais vous partager en fin d'épisode. On va savoir du coup si j'ai réussi à remonter le creux de la vague, et si oui, dans quelle mesure. Et je vais surtout vous parler du projet que je suis un petit peu en train de traiter en sous-marin. Et vu que vous êtes de fidèles auditeurs et auditrices du podcast, eh bien, je vais vous mettre dans la confidence de ce qui se trame de mon côté, parce que j'ai encore très peu communiqué là-dessus. Quelques personnes sont au courant, mais ça va être la première fois que j'en parle dans un contenu. Dans la newsletter de dimanche, donc de dimanche prochain, le 4 mai ou 5 mai, je vais commencer à en parler parce que j'ai besoin de récolter des insights, mais en tout cas, je vais tout vous expliquer et surtout, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette idée, quelle est cette idée et en quoi c'est pas du défocus. Parce que la question cruciale quand on a des idées, quand on est entrepreneur, pardon, quand on est entrepreneur, on a des idées. Le problème, c'est de savoir quelles idées suivre. Est-ce que c'est une idée nouvelle qui est cool parce qu'elle est nouvelle et qu'on s'ennuie de l'idée actuelle, ou est-ce que c'est une bonne idée parce qu'elle capitalise sur ce qu'on a déjà bâti pour aller plus loin. Donc sans vous teaser plus que ça, l'idée sur laquelle je suis en train de travailler, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire. Pourquoi un complément alimentaire? Parce que il s'est passé pas mal de choses là pendant ce mois qui m'ont mené à réfléchir à ça. Et il y a pas mal de hasard en fait là-dedans. C'est ça qui est beau avec les opportunités. C'est que c'est une concordance de choses qui fait que l'idée peut devenir une réalité. Donc, je vais m'expliquer, mais avant ça, pour ceux qui débarquent, après ces 3 minutes d'introduction très longue, moi c'est Mika, je suis le fondateur d'Hyperfocus, un accompagnement avec lequel j'aide les personnes concernées par le TDAH, le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, à mieux s'organiser pour réussir leurs projets. Donc ce podcast, je l'ai lancé à la base avec une idée simple, c'est de documenter avec vous mon aventure entrepreneuriale, vous partagez mes hauts, vous partagez mes bas, vous partagez mes réflexions du moment, sans filtre, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe dans mon quotidien, dans mes réflexions et là où je vais. Le bilan d'avril, j'ai l'impression qu'il y a un peu un tournant avec cette idée et je vais vous expliquer justement la genèse de tout ça. Donc pour récapituler, moi, cette entreprise d'accompagnement, cet accompagnement, je le lance, enfin ça fait depuis cet été, depuis l'été dernier que j'ai l'idée. Il a pris forme en décembre et l'idée a été confirmée, entre guillemets, en janvier-février par le chiffre d'affaires que j'ai généré, où j'ai généré à peu près un petit peu plus de... On va dire sur cette idée-là, on va dire aux alentours de 8 000 euros de chiffre d'affaires sur janvier et février. Donc 8 000 sur janvier, 8 000 sur février. Et à partir de là, je me suis dit, bon ben cool, j'ai plié le game, tout va bien, je peux faire moins de posts LinkedIn, je peux faire moins de choses, tout est en place et tout est stable. Grossière erreur, mon ami, parce que en fait, si ça marche, c'est parce qu'on fait des choses qui marchent. Et si on arrête de faire les choses qui marchent, eh ben ça marche plus. Et c'est ce que j'ai appris en mars, quand mon chiffre d'affaires a littéralement été divisé par 7, et que j'ai fait, si je me souviens bien de tête, à peu près 1500 euros, 1400 euros de chiffre d'affaires en mars. Et suite à ça, je me suis dit, ok, déjà il faut que je prenne au sérieux
ma casquette d'entrepreneur. Euh, Quelque chose qui n'était pas évident pour moi à la base. Parce que moi, j'ai vraiment cette volonté de faire une entreprise, mais qui aide vraiment les gens, qui n'est pas drivé par l'argent avant tout, ni par la croissance en fait. Mais le problème, c'est que je me confondais moi-même avec mon entreprise. Sauf qu'en fait, une entreprise et soi-même, il y a deux métriques différentes de bonne santé. Moi, en tant que personne, la métrique de bonne santé, c'est le plaisir que je prends à faire ce que je fais. Et la métrique de bonne santé de mon entreprise, c'est le chiffre d'affaires qu'elle génère. Si je kiffe ce que je fais et que je génère du chiffre d'affaires, tout va bien. Si je kiffe ce que je fais et que je génère pas de chiffre d'affaires, en soi, il y a un problème. Si je kiffe pas ce que je fais et que je génère du chiffre d'affaires, c'est pas optimal non plus. Et si j'ai pas les deux, que je kiffe pas ce que je fais et que je génère pas de chiffre d'affaires, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'ai vraiment réussi à distinguer les deux en me disant, ok, en fait, j'ai une entreprise qui est là pour générer du chiffre d'affaires et il faut que moi, je prenne du plaisir à faire les choses, mais je ne suis pas mon entreprise. Et donc, je dois générer de l'argent pour la bonne santé de mon entreprise, parce que les conséquences du manque d'argent sont quand même très très reloues. Mais en même temps, il faut que je trouve un moyen de kiffer et d'être aligné avec ce que je fais. Et donc, à la fin mars, j'ai investi dans un accompagnement, si vous vous souvenez bien, qui me promettait de passer à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et donc, j'ai suivi cet accompagnement, qui en soi se passe bien, et le processus, en fait, je sais qu'il marche. Mais ce que j'ai réalisé, notamment si vous avez écouté l'épisode numéro 3 sur l'économie de la connaissance, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel je ne suis pas aligné quand on essaye de développer, de scaler, comme on dit, de faire passer à l'échelle une entreprise d'accompagnement. Parce qu'en fait, il y a deux voies. Et en fait, je pensais qu'une des voies ne me convenait pas et que la deuxième me convenait. Et en fait, je me rends compte qu'aucune des deux ne me convient. La première voie, c'est celle que je décris dans le chapitre 3, de transformer sa connaissance en une formation qu'on vend à l'échelle. Sauf que moi, je ne crois pas en le potentiel transformateur d'une formation. Je connais personne dont la vie a radicalement changé durablement avec une formation. Et comme je dis toujours, si vous en connaissez une, genre vraiment présentez-la moi, parce que moi j'en connais pas, vraiment. Et si les gens, il y a des gens qui croient que c'est le cas, et en fait quand on creuse, en fait c'est pas le cas. Donc je ne crois pas en la formation. La formation permet de gagner de l'argent facilement, mais la formation n'aide pas suffisamment les gens. Et moi je suis pas aligné avec ça. Et la deuxième voie alternative, que je pensais mieux, c'est en fait de continuer de développer l'accompagnement, mais de déléguer les accompagnements. C'est-à-dire de me dire, en fait c'est pas moi qui vais coacher tout le monde, ça va être des coachs que je recrute, ou c'est pas moi qui vais faire tous mes appels de vente, ça va être une personne que je recrute aussi. Sauf que j'aime trop faire les appels de vente avec les gens, les rencontrer, faire connaissance, découvrir leurs problématiques, leurs rêves. Et j'aime trop les coacher. Les coacher au sens large, les accompagner. Débloquer des problématiques, comprendre ce qui se passe, les mettre sur la bonne voie, résoudre leurs problèmes, apprendre de leurs erreurs. C'est vraiment un truc que j'adore profondément et qui me drive profondément. Et je ne me vois pas déléguer ça pour gagner plus de chiffre d'affaires. Je pourrais trouver les perles rares qui feraient les choses aussi bien que moi, mais l'effort que ça va me demander et les compromis nécessaires que ça va impliquer, le plan ne me chauffe pas, quoi, tout simplement. Sauf que, du coup, la conséquence de ça, du fait de refuser ces deux voies, c'est que mon business d'accompagnement va stagner. Nécessairement. Et je sais que même si je suis à plein régime et que je fais les choses du mieux possible, ce sera très 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 difficile de dépasser, en termes de chiffre d'affaires, je pense environ 9, 10, 11 000 euros par mois. Je ne me vois pas dépasser ça pour garder une qualité d'accompagnement, pour pas me retrouver avec une usine à gaz avec trop de personnes, ou pour moi-même me retrouver avec trop d'accompagnement, d'accompagnement par jour. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un petit peu le dilemme auquel je faisais face, en fait.
Et je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui m'a un petit peu mis dans cet état d'esprit d'ennui en février-mars, dans ma création de contenu, dans ma volonté d'acquérir des nouveaux clients. Parce que je pense que je sentais justement que j'atteignais un plafond. C'est-à-dire que, ok, en fait, j'avais mis en place un truc d'accompagnement qui tourne, et je me disais, ok, en fait, c'est tout. Je pourrais pas aller plus loin. Et j'ai cru à une solution qui me permettrait d'aller plus loin, mais en fait, je me rends compte que je suis pas aligné avec cette solution de déléguer l'accompagnement, même si c'est une superbe alternative déjà à la vente de formation. Donc ça, c'était un petit peu mon état pendant la première quinzaine du mois d'avril, et j'avoue que c'était un petit peu un état de down, et je pense qu'on le voit dans l'épisode sur les hauts et les bas, en fait, qui est assez représentatif de mes réflexions du moment par rapport à ça, et de ma manière de l'abstraire et de le théoriser pour le maîtriser, et puis vous le partagez, quoi, parce que ça fait partie du jeu. C'est une caractéristique du chemin, c'est pas une anomalie. Et en fait, il y a plusieurs éléments en avril, ces 2 dernières semaines, qui ont précipité une idée un peu dingue à laquelle j'aurais jamais pensé de base. Déjà, j'ai revu un ami d'enfance, avec lequel je m'étais frité très bêtement il y a quelques années maintenant, pour prendre des nouvelles. Et en gros, aujourd'hui, il est entrepreneur et il a une entreprise notamment de sourcing de compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il a des fournisseurs de compléments alimentaires, de molécules ou d'atomes, magnésium, etc., bruts, de molécules, qui revend à des revendeurs. Je suis en mode, ok, très intéressant. Je rentre chez moi, on continue dans les jours qui passent à discuter un petit peu sur WhatsApp, et il me dit, bah voilà, si tu as des gens qui travaillent dans les compléments alimentaires, ou des retailers, des revendeurs, et qu'il y a un deal qui se fait, on se partage les bénéfices. Moi, je me disais, ok, bon, je connais pas forcément grand monde dans ce milieu-là, voire personne, mais qui sait, le monde, enfin, les étoiles peuvent s'aligner et rencontrer la bonne personne. Je reste ouvert à ça. Et c'est là que j'ai une sorte d'épiphanie, de révélation, où je me suis dit, mais en fait, moi-même, je suis consommateur de compléments alimentaires. Ok. Ça fait 1 an et demi. Pour m'aider à gérer mon TDAH. C'est-à-dire que pendant mon parcours diagnostic du TDAH, j'ai vu que les compléments alimentaires pouvaient aider, et j'ai essayé des compléments alimentaires. J'ai mis en place des choses. Et j'ai un point de douleur aujourd'hui avec les compléments, c'est que chaque matin, j'ai un bol avec quasiment 12, 13 gélules à prendre, ce qui est assez pénible, même si maintenant je m'y suis habitué, mais c'est quand même un petit peu chiant. Je me suis dit, mais c'est trop bête qu'il n'y ait pas une formulation où juste je prends 2 gélules le matin, ou une le matin, une le soir, qui me permet d'avoir tout ce dont j'ai besoin, adapté à ce que je recherche dans le cadre d'éventuelles carences et de besoins nutritionnels pour le TDAH. Ça, c'est les 2 points personnels. Et à côté de ça, je me dis qu'en plus, j'en connais plein des personnes concernées par le TDAH, avec mon audience sur LinkedIn, avec les 1200 personnes de ma base mail, avec vous qui m'écoutez sur le podcast, mais qui êtes aussi, faites aussi partie de mon audience LinkedIn et de la base mail, enfin tout est un peu lié. Et qu'en fait, si je crée quelque chose de ce type-là, je pense qu'il y aurait certains et certaines d'entre vous qui pourraient être intéressés. Donc j'ai commencé à échanger avec des gens, avec des clients notamment, et quelques connaissances autour de moi, qui m'ont globalement confirmé que l'idée était pas mal, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de marque de complément spécialisée dans le TDAH. Alors certes, c'est une niche, c'est une petite niche par rapport à une marque de compléments généralistes qui vendent tout, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette niche en fait. Les Américains disent riches are in the niches. Les richesses sont dans les niches. Et je me dis que ça pourrait être super malin. Et qu'en plus, là, j'ai l'opportunité de me sourcer, ce qui est en fait un des éléments les plus pénibles, ou les plus chers aussi, si on délègue ça à un laboratoire français qui gère un peu tout pour nous. Ça me permet en fait de réduire la barrière à l'entrée de ce projet. Donc j'en parle à ma fiancée, qui benchmark un petit peu d'autres marques, qui me montre des gens qui ont lancé ça en France, avec aussi une stratégie organique, du coup, de ne pas commencer avec payer beaucoup de publicité en partant de zéro, mais de commencer petit à petit avec une communauté existante. Et je me dis, ok, ouais, il y a un vrai potentiel.
Il y a un vrai potentiel là-dedans, donc je continue mes rencontres là donc toujours tout c'est sur ces deux dernières semaines, hein, sur la deuxième quinzaine d'avril. Et j'ai la chance du coup d'activer un petit peu mon réseau. On me met en relation avec le CEO d'une entreprise de compléments alimentaires pour lui poser des questions sur comment ça se passe pour lancer une entreprise comme ça, c'est quoi le concept, c'est quoi les parties prenantes. Alors oui, il faut un façonnier, donc qui est le laboratoire qui met en gélule, puis qui met dans les boîtes, qui fait tous les tests de pureté, toute la compliance avec les réglementations, les législations. Enfin, c'est un marché qui est réglementé, hein. En vrai, on ingère des choses, donc c'est du sérieux, quoi. Qui m'explique un petit peu tout ça, donc moi, ok. Je demande éventuellement des contacts, du coup, en termes d'avocats, de labos, qui me partagent très gentiment, genre vraiment, merci à toi, hein, parce que c'est vraiment le champion du mois, ce monsieur-là, vraiment. Et je me dis, ok, super intéressant. Moi, de mon côté, je réfléchis à une formulation aux côtés de collègues nutritionnistes, psychologues, pharmaciens. Je fais un petit peu le business plan, etc. Et je me dis, ok, il y a un truc qui tient la route. On creuse le sujet. Et en fait, là, aujourd'hui, je suis à un stade où la R&D est lancée, c'est-à-dire que les recherches sur la formulation optimale, une revue complète et exhaustive de la littérature scientifique sur le sujet est en train d'être faite par un chimiste. Donc je reçois le papier d'ici une dizaine de jours, d'ici la fin de la semaine prochaine, enfin, d'ici le 10 mai, parce qu'en fait je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, donc là aujourd'hui on est le 1er mai. Et la semaine prochaine j'ai rendez-vous avec les avocats spécialisés dans ce domaine-là, pour en savoir plus aussi sur tout ce qui est réglementaire. J'ai des rendez-vous sur les versants marketing, nutrition, formulation dans la semaine là. Et le projet est en train d'avancer. Donc moi je vais commencer à communiquer dessus, prendre des insights de votre part, des idées, des retours de votre part sur ces sujets-là, notamment dans la newsletter qui arrive, où je vais faire un petit formulaire, un petit questionnaire qui va me permettre de récolter des informations et de vous mettre sur la liste des bêta-testeurs, si ça vous intéresse d'être tenu au courant du lancement du produit et d'être impliqué dans les premiers batchs, comme on dit. Et voilà. Et en fait, moi j'aime bien l'idée de lancer le truc étape par étape, tranquillement, en faisant les choses bien, sans cramer plein d'argent, sans prendre des risques inconsidérés, vraiment en testant le truc petit à petit et en capitalisant sur ce que j'ai déjà bâti depuis 9 mois en soi, parce que je connais pas mal de personnes que je peux solliciter, que je peux questionner. Ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui vont m'aider, les freelances, je m'entoure de quasiment uniquement des personnes qui sont diagnostiquées TDAH, donc c'est très marrant c'est très marrant de faire une sorte de dream team neuroatypique comme ça. Enfin, j'adore le concept et c'est des personnes avec qui c'est trop bien de travailler, quoi, parce qu'on se ressemble, on se comprend. Et voilà. Ça, c'est un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. En quoi c'est pas du défocus? Parce que c'est ça la question cruciale. Et moi, au tout début de quand j'ai eu l'idée il y a 2 semaines, je me suis retenu d'aller à fond dedans. Parce que je me suis dit, attention, t'es en phase de down. C'est les phases où les opportunités ont l'air super sexy et attirantes. Et c'est le moment où tu dois absolument te retenir de tomber dans leurs bras. Et de t'ennuyer du projet actuel. Oui, t'en as fait le tour, mais en fait, il y a un énorme potentiel et il faut pas le laisser tomber. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment ce projet s'articulait et me permettait de bâtir plus loin ce que j'avais déjà fait, plutôt que de m'en détourner et de encore une fois changer d'idée, me défocus et passer à autre chose. Et en fait, c'est très simple, c'est que ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'accompagnement, c'est vraiment les fondations sur lesquelles je peux bâtir ce projet. C'est-à-dire que sans hyper focus, je ne peux pas développer cette idée de marque. Et les deux doivent cohabiter encore pendant un moment, parce que déjà j'adore faire ça. Ça me permet aujourd'hui de pouvoir vivre et potentiellement de pouvoir investir un petit peu dans ce projet-là. Et ça me permet aussi de pouvoir aider des gens, d'être en contact avec les gens qui potentiellement vont aussi être consommateurs de ce complément-là, de connaître leurs problématiques, de connaître leurs enjeux, de connaître connaître tout ça, quoi. Parce que le plus grand risque quand on est entrepreneur, c'est en fait d'être déconnecté de la réalité
des gens qu'on sert. C'est le plus grand danger, un des plus grands dangers, je pense, d'un entrepreneur, c'est d'être déconnecté de ce qui se passe. Alors j'espère que ça va pas couper parce que mon ordi s'est mis en veille, mais je pense que c'est bon. Donc je disais oui, hyperfocus, ça me permet d'être... Enfin c'est une vraie fondation quoi. Et l'idée du business de complément me permet de développer mon entreprise d'une manière alignée, parce que je réponds à un vrai problème que moi-même je rencontre, euh, et en plus ça me permet d'avoir un développement de mon entreprise qui ne me fait pas faire des concessions éthiques sur ma manière d'accompagner les personnes. Parce que du coup, je vais pouvoir continuer d'utiliser mes compétences d'accompagnement, aussi bien pour les personnes qui travaillent avec moi dans l'entreprise, que pour des entrepreneurs à impact dans le domaine du TDAH ou de la santé mentale en général, que je pourrais aussi accompagner, mais pas forcément contre un accompagnement, mais ça peut être en mode un petit peu euh, investisseur, consultant, qui s'implique dans le projet, versus par exemple des parts ou j'en sais rien. Enfin, il y a plein de manières alternatives de faire en sorte que mes compétences et la joie que je ressens à aider les gens se fassent de manière plus optimale, se fassent autrement. Sachant que derrière, moi, ce que je veux, enfin vraiment la mission que j'ai avec ce projet, en fait, indépendamment des compléments ou de mon accompagnement, mon projet, c'est vraiment d'aider des millions de personnes concernées par le TDAH à vivre une vie épanouie et à la hauteur de leurs ambitions. Et on a tous un niveau d'ambition différent. Ça peut être sécuriser sa famille et passer du temps avec elle, ça peut être bâtir quelque chose et avoir une vision un peu folle pour aider des gens à l'échelle. Enfin, chacun a un niveau d'ambition qui est juste et légitime. Le but, c'est de les aider à l'atteindre, à se connecter à ça et de les aider à l'atteindre. Ça, c'est vraiment ce qui me drive, enfin, c'est ce qui me motive à me lever le matin, c'est ce qui me permet de me coucher le soir en étant content de me regarder dans le miroir, c'est ce qui me motive à enregistrer ce podcast et vous partager tout ça. C'est vraiment cette mission-là. Et si l'entreprise de complément fonctionne, ben, ça permet d'avoir un capital économique qui euh, développe, enfin qui me empower en fait, qui développe mon pouvoir d'agir. C'est-à-dire que on peut faire des choses, on peut financer un projet. Euh, Moi je le vois avec les associations. Les associations c'est la galère. Il faut demander de l'argent à l'État, il faut faire des initiatives, etc. Je trouve que le modèle associatif est très très intéressant et il est essentiel au tissu, au tissu au tissu social en fait. Moi, ma vision, c'est une vision privée et c'est une vision en soi capitaliste au sens propre du terme. Parce que moi, je crois en le fait que générer de la valeur permet de capter de l'argent et le but de cet argent, c'est qu'il soit utilisé pour faire des choses bien. Il y a des gens qui sont drivés par l'argent pour en mettre un maximum sur leur compte en banque. Moi, j'ai besoin d'argent sur mon compte en banque à un certain niveau. Mais derrière ça, le but, c'est d'investir dans des projets à impact qui changent la vie des gens. Ou par exemple, moi, un truc qui me plaît beaucoup dans la stratégie marketing, par exemple, c'est de faire énormément de contenu organique avec moi, ma tête, enfin, en fait, exactement ce que je fais aujourd'hui, mais à plus grande échelle, et donner énormément de choses gratuitement. Vous donner tout ce que j'apprends à mes coachés, les méthodes d'organisation, des méthodes de développement business, enfin vraiment tout donner un maximum gratuitement ou très peu cher, de manière vraiment abordable, pour qu'un maximum de personnes aient accès à cette connaissance-là. Mais je pense qu'un business basé sur la connaissance, c'est très compliqué à faire. En fait, là, c'est la réflexion qui me vient, il faudrait que j'en fasse un épisode entier, mais c'est vraiment dans la continuité de l'épisode 3, du chapitre 3, c'est que la connaissance, c'est un bien économique très particulier, et je me demande, en fait, s'il n'y a pas une problématique inhérente à vouloir en faire le produit final vendu. Si vous voyez les deux voies enfin les deux voies avec lesquelles je ne suis pas aligné, que je vous ai décrit tout à l'heure, la vente de formation ou la délégation des coachings, je me demande si ce manque d'alignement que j'ai, c'est pas en fait une caractéristique de la vente de connaissances, plutôt qu'une anomalie. Euh, ouais, ça c'est une vraie réflexion, c'est intéressant, je vais la creuser de mon côté.
Mais en tout cas, il n'empêche que la vente d'un produit, c'est beaucoup plus scalable, ça se passe beaucoup plus à l'échelle, et en fait, je me sens beaucoup plus aligné avec ça parce que j'ai pas besoin de faire des promesses, j'ai pas besoin de faire des promesses délirantes en fait euh, pour vendre. Alors que pour vendre de l'accompagnement ou des choses comme ça, même du groupe, j'ai l'impression que beaucoup de formateurs promettent monts et merveilles et derrière arrivent pas à délivrer ce qu'ils ont promis à la hauteur du prix qu'ils demandent pour intégrer le programme. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu le raisonnement, donc je pense pas que ce soit du défocus. Je veux surtout pas vous perdre, c'est-à-dire que tout continue pareil. Rien ne change dans les faits. Je continue de faire des accompagnements, je continue d'aider sur l'orga perso, je continue d'aider les personnes TDAH, je continue de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est juste que à côté, en sous-marin, quelques heures par semaine, je développe ce projet, mais j'ai la chance d'avoir ma fiancée qui m'aide, plus toute une panoplie de personnes qui m'aident également. Donc tout reste pareil, mais il y a ce projet en sous-marin. Et pour la première fois, je vous le partage en public, mes réflexions en live. Donc pour finir cet épisode, en conclusion, cet épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude, mais je pense que c'est pas plus mal, je vais pas vous assommer. La conclusion, c'est que je pense que là, on fait quand même face à un tournant, pas dans ce que je fais et ce que je vends, mais dans la ligne éditoriale de ce podcast. J'ai reçu un avis très intéressant d'une personne qui a laissé très gentiment un avis sur le podcast, merci à toi, et qui m'a dit oui, le podcast est intéressant, machin, mais j'ai hâte de voir la ligne édito, comment elle va se clarifier. Sous-entendu, bah là pour l'instant tu parles de trucs, mais je sais pas trop ce que c'est la vision, où est-ce que ça converge. Et c'était exactement ça le but de lancer le podcast. De lancer le podcast, pardon, avant que ce soit prêt, avant que l'idée soit parfaite. J'aime bien l'idée il y a un podcasteur qui fait un petit peu ce même format que j'aime bien, qui dit de vous montrer le brouillon en fait. Moi ce que je veux vous partager, c'est le brouillon, et montrer que même le brouillon peut avoir de la valeur en fait, parce que c'est une base sur laquelle ensuite on affine et on crée quelque chose de plus fini, de plus affiné, de plus parfait, mais que même l'imparfait mérite d'être partagé en fait. Mérite d'être partagé au stade de réflexion un peu plus embryonnaire, etc. Et donc là, la suite, c'est que je vais documenter mon aventure entrepreneuriale, mais je vais surtout documenter le développement de cette entreprise de compléments alimentaires et ses réussites et ses échecs. Peut-être que dans 3 épisodes, on va se rendre compte que c'est un échec cuisant parce qu'il y avait un truc auquel j'avais pas pensé. Ou au contraire, dans quelques mois, on va voir que ça prend et que ça fonctionne et que c'est super. Dans tous les cas, ce sera une nouvelle panoplie de problèmes à résoudre. Ce sera une nouvelle montagne de Sisyphe à monter, comme je le décrivais dans l'épisode précédent, que je vous conseille d'écouter si c'est pas déjà fait. Et puis voilà. Donc je vais vous dire comment ça avance. Moi, dans tous les cas, j'ai envie que ça avance vite. Donc ce qui est bien, c'est que chaque semaine, si j'arrive à tenir le rythme, je vous garantis rien, mais je vais tout faire pour. En tout cas, ce sera jamais plus de 2 semaines d'une semaine de pause. Je vais vous tenir au courant de comment ça avance. Là, je suis en mode vraiment, je veux que ça bouge, je veux qu'on aille vite, je veux que ça avance. Je suis super enthousiaste sur ce projet. Ça me motive énormément. Ça me redonne énormément de sens par rapport à ce que je fais en fait aujourd'hui avec mes accompagnements. Donc je suis juste super motivé et super content. Et je suis vraiment heureux de vous partager ça avec vous aujourd'hui. Donc voilà pour cet épisode numéro 5 de Jus de cerveau, ce 5e chapitre. Et j'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Je suis juste extrêmement optimiste. Donc on va voir si la réalité sera à la hauteur de mon imagination débordante d'entrepreneur. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite pour le prochain numéro. A plus. Ah oui, pardon, et je me rends compte au moment d'arrêter le podcast, vu que moi je veux pas faire de montage, ce sera en brut comme ça, tant pis. Mais je vous ai pas tenu au courant pour le chiffre d'affaires d'avril. Donc en mars, on était à peu près 1400 € de chiffre d'affaires. En avril, on a réussi à remonter à un petit peu plus de 7000 € de chiffre d'affaires. Donc ça y est, Hyperfocus est sauvé, la machine est relancée, et les efforts que j'ai faits pendant ce mois d'avril ont payé. Donc tout va bien, et on est reparti dans cette lancée, on est reparti dans un nouveau mois,
Ce qui me motive encore davantage parce que j'avais cruellement besoin de cette petite victoire aussi pour me redonner du boost et de la confiance à la fois en moi et en l'avenir. Donc voilà, là c'est vraiment la fin de l'épisode. Je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.